Alors, d'abord, se démarquer de ces notions, ça me paraissait comme quelque chose d'assez important parce que c'est des notions qui sont plutôt tirées d'essais ou en tout cas qui ne sont pas forcément toutes très fondées empiriquement. Et puis par ailleurs, certains collègues, notamment des géographes, mais aussi d'autres collègues en sciences sociales, avaient aussi critiqué ces notions. La notion de France périphérique, par exemple, qui me semblait être vraiment une notion qui faisait écran sous l'évidence un peu de deux France, une qui voterait plus fortement FN et qu'on verrait apparaître. C'est une notion qui fait écran parce que d'abord c'est une notion qui a été lancée, portée par quelqu'un qui a une formation de géographe mais qui plutôt fait un travail d'essayiste, enfin en tout cas voilà, qui a lancé son bouquin Christophe Guilly et qui mobilise pas en fait de données précises, concrètes à l'appui de sa démarche. Donc voilà, et puis c'est des notions qui ont des présupposés quand même très très critiquables. La notion d'insécurité culturelle, par exemple, elle renvoie au fait qu'il y aurait une insécurité vécue par des ménages blancs qui fuiraient les quartiers d'habitat social, parce qu'évidemment c'est impossible de vivre dans ces quartiers qui sont devenus des ghettos, etc. Et donc c'est une notion qui en fait retourne un peu, enfin on y reviendra sans doute, mais qui, moi je suis allée voir ce qui se passait dans les territoires dans lesquels ces ménages se sont installés. Et d'abord la première chose qui m'a amenée à critiquer cette notion, c'était vraiment des entretiens au cours desquels les gens qui se sont installés dans l'espace périurbain dans lequel j'ai enquêté, ces ménages-là qui ont fait des trajectoires, pour eux ils ont le sentiment d'avoir accompli des trajectoires, alors des petites promotions, mais des trajectoires de promotion résidentielle. Et ils n'ont pas fait ces trajectoires uniquement pour quitter des quartiers dévalorisés, mais voilà, ils sont souvent fiers d'avoir accompli ces trajectoires, d'être devenus propriétaires de maisons, etc. Donc il y avait aussi l'idée de ne pas m'arrêter à ces notions et puis de déconstruire aussi d'autres notions qui étaient souvent mobilisées, notamment de me démarquer du schème du déclassement. Et il y avait l'idée que voilà, s'il y avait des votes pour le FN parmi les classes populaires, c'était bien sûr parce que ces classes populaires étaient fragilisées, précarisées, en proie aux restructurations, au chômage, etc. Et moi, j'avais des trajectoires en fait de ménages qui certes n'étaient pas des trajectoires très stables, mais qui ne correspondaient pas à cette image de déclassement un peu uniforme comme ça de toutes les classes populaires. Il y avait aussi des collègues qui travaillaient dans une ANR sur les classes populaires, notamment Olivier Masclé, mais sur les classes populaires du milieu, qui s'attachaient à travailler justement sur d'autres formes de trajectoires parmi les classes populaires, qui ne sont pas des trajectoires que de déclassement, de paupérisation, etc. Donc il y avait cette idée-là de dire qu'il pouvait y avoir une diversité de trajectoires qui pouvaient ensuite donner lieu à des votes Front National. Oui, alors ça c'est pareil, c'est un peu c'est quelque chose qui s'est fait, je dirais pas chemin faisant, parce qu'au départ j'étais vraiment, je m'étais intéressée quand j'ai travaillé sur ce territoire à l'histoire de l'industrialisation, parce que justement on me renvoyait souvent l'image de les mondes ouvriers aujourd'hui ils sont en proie à la désindustrialisation, et moi j'ai travaillé sur un territoire dans lequel il y avait eu des implantations industrielles, un bassin industriel florissant, des emplois d'ouvriers, de techniciens. Dans les données de l'INSEE, la population active, je voyais que la part d'ouvriers qualifiés dans la population ne diminuait pas, voire avait augmenté entre 80 et 90, sous le double effet à la fois des trajectoires d'accession à la propriété et puis aussi du maintien d'un bassin d'emploi industriel. Mais du coup, avant de travailler sur le vote FN, j'avais creusé un petit peu l'histoire de l'aménagement de ce territoire. Et je me suis rendu compte qu'il y a eu des politiques d'aménagement qui étaient portées dans les années 60 par la DATAR, qui se sont transformées et qui ont été portées ensuite par les collectivités territoriales, avec notamment un grand élu local, un notable local, qui s'est inscrit dans des réseaux patronaux de la ville de Lyon pour développer donc un parc industriel qui était beaucoup financé par les collectivités territoriales. Et je me suis rendu compte en fait qu'il y avait sans doute d'autres parcs industriels comme ça en France, notamment autour de la ville nouvelle de Val-de-Reuil dans l'Eure, qui sont devenus aujourd'hui des pôles d'emploi industriels, donc en périphérie de grandes agglomérations, pas loin de nœuds autoroutiers, et donc des lieux d'activité économique dans lesquels on n'a pas, je dis souvent, c'est pas Michelin à Clermont-Ferrand, où voilà, on pourrait dire c'est pas Renault à Boulogne-Billancourt, c'est-à-dire qu'il n'y a pas une entreprise
qui imprimerait son image de marque au territoire. Là, il y a plus de 4000 emplois sur le parc industriel que j'ai étudié, mais il y a plus d'une centaine d'établissements, donc il n'y a pas une identité ouvrière qui ressort. Il y a des secteurs d'activité divers, la logistique, l'agroalimentaire, la production chimique, il y a aussi des sous-traitants de l'industrie automobile. Donc voilà, et très explicitement, dans les années 80-90, la promotion de ce parc industriel pour attirer des entreprises, c'était de dire vous aurez l'assurance d'un excellent climat social. Et donc, je me suis dit, mais il y a forcément, voilà, c'est des processus complexes, mais ça ne reste pas sans effet. Ça n'est pas sans effet sur les formes de socialisation professionnelle, le fait, par exemple, qu'il y ait très peu, effectivement, d'organisations syndicales, parce que c'est un parc industriel qui est reparti un peu de rien. C'est des sites industriels, des établissements dans lesquels il est difficile aussi d'implanter des collectifs syndicaux parce qu'il y a des salariés en CDI, mais aussi des sous-traitants, des salariés, des intérimaires, et qu'il y a de nombreux petits établissements avec peu d'ouvriers à chaque fois sur chaque site. Et donc tout ça a des conséquences. Alors je parle un peu moins des femmes employées, mais l'emploi des femmes de classe populaire employées est aussi assez éclaté dans ce type de territoire. Aussi quelque chose que j'ai regardé, c'est la part d'emploi public dans l'emploi total, qui est très faible dans les espaces périurbains en général et dans ce territoire-là aussi. Il y a peu d'emplois publics d'État, il y a beaucoup d'emplois publics dans les collectivités, mais c'est des emplois souvent peu qualifiés de services. Et donc ça joue aussi sur les formes de socialisation professionnelle et sur les trajectoires d'ascension que les familles peuvent espérer, peuvent envisager pour leurs enfants ou pour eux-mêmes. C'est-à-dire que quand on est ouvrier dans un parc industriel qui se développe, on se dit je pourrais peut-être passer technicien ou je pourrais peut-être ouvrir mon entreprise. J'ai vu comme ça des enfants d'ouvriers qui ouvraient des entreprises. Alors il y en avait un qui avait une entreprise multiservice. Alors j'étais assez naïve. J'ai dit ah bon, multiservice, qu'est-ce que vous allez faire? Du déblaiement de gravats. Voilà, c'est une entreprise qui fournirait des services à des entreprises, soit du BTP, de l'industrie, etc., nettoyage industriel et déblaiement de gravats. Donc voilà, le modèle comme ça de l'accès à l'indépendance, c'est aussi quelque chose qui ensuite va structurer les rapports aux politiques, parce que ce qu'on espère, c'est soit progresser dans une entreprise familiale, sous-traitante, ou passer à l'indépendance. C'est des choses qui sont assez anciennes en sciences politiques qu'on connaît, mais que là je découvrais sur mon terrain au fur et à mesure. Ou aussi, voilà, il y avait aussi beaucoup de sous-traitants d'EDF ou de sous-traitants d'entreprises publiques comme ça, et qui sont assez fiers de travailler dans le secteur privé, dans le secteur industriel. Alors, la première chose que moi, qui m'est apparue de façon assez massive, c'est quand même que du coup, ces formes de socialisation professionnelle, elles se traduisent par un rapport distancié aux politiques, c'est-à-dire un scepticisme qui avait déjà été soulevé par, c'est l'expression d'Olivier Schwartz pour parler des ouvriers du Nord. Donc là, moi, je parlais aussi beaucoup de défiance, c'est-à-dire que il y a des doutes sur la capacité des principaux responsables politiques à œuvrer de façon concrète pour faciliter la vie des entreprises. Grosso modo, la préoccupation souvent des gens que je voyais, c'était pas un rejet complet du politique, mais c'était l'idée de en fait, beaucoup de gens me disaient mais est-ce que ça va vraiment être mis en place? Est-ce que ça, c'est des beaux discours? Est-ce que ça va marcher? L'idée que les principaux responsables politiques ne connaissaient pas grand-chose au monde du travail. Donc, tout ça, ça vient effectivement de la socialisation professionnelle. C'est-à-dire que j'avais beaucoup en 2012, au moment où je rencontrais des gens, beaucoup me faisaient part comme ça de leurs préoccupations. Est-ce qu'on va avoir des mesures politiques qui vont vraiment permettre aux entreprises dans lesquelles on travaille d'aller bien, aux entreprises industrielles d'aller bien en France? Et puis aussi un peu de lassitude, de défiance. Je me souviens d'un enquêté qui me disait, voilà, je fais un métier chaudronnier qui est salissant, mais j'ai pas du tout de journée de chômage depuis le début de ma vie active. Ça fait il ne me l'a pas dit comme ça, mais il disait en gros, il y a eu plusieurs responsables politiques qui promettaient de revaloriser le travail manuel pour les jeunes, mais de fait, ils ne l'ont pas vraiment fait. C'était pas suffisant ou c'était pas assez concret. Donc, une attention quand même aux effets concrets de certains effets, de certaines annonces, de certains programmes politiques. Et derrière ça, donc une grande défiance sur les responsables politiques classiques, et donc c'est des choses qui ensuite expliquent aussi un certain nombre de passages au vote FN, c'est-à-dire ou RN plus récemment, c'est-à-dire des gens qui se disent après tout ça ne marche pas avec les responsables politiques classiques parce que finalement leurs mesures ne sont pas très bien pensées ou ils n'ont pas pris tant de mesures que ça pour favoriser l'activité économique, donc pourquoi ne pas tenter, voilà. Et pour répondre à la question plus complètement sur la part
Dont je me suis rendu compte, c'est que le territoire dans lequel j'ai enquêté, c'était un territoire où les classes populaires étaient anciennement ancrées à droite. Alors il y a beaucoup aussi d'arrivées de populations nouvelles, il y a des hausses démographiques. Mais ces formes de socialisation dans ce milieu professionnel, dans ces milieux professionnels, elles conduisent à des formes de droitisation. Et puis ensuite, les passages de la droite au FN sont plus fréquents que les passages d'un vote PS classique à un vote FN. Donc ça explique aussi ça sur la durée, en fait. Je pense que des choses se produisent, des processus sont longs, et que la montée des scores du FN, elle s'établit dans la durée, et du RN aujourd'hui, et que donc revenir un peu à ces formes de socialisation professionnelle qui expliquent aussi d'ancrage à droite, voire ensuite au FN ou au RN de différentes fractions populaires, et bien voilà, on peut les voir dans la durée quand on fait une étude, une enquête comme ça, un peu longue, dans un territoire donné. Oui, alors j'ai rencontré quelques enquêtés précaires dans des contrats d'intérim, etc. Mais le territoire dans lequel j'ai enquêté, le taux de chômage est plus bas que la moyenne nationale. Et j'ai vu beaucoup d'exemples un peu comme ça de familles dans lesquelles les fils suivaient un peu les parcours des pères. Alors je me souviens d'une famille où j'ai fait l'entretien avec la mère parce que le mari n'a pas voulu me parler. Il s'est moqué j'étais une sondeuse à ses yeux, il n'a pas voulu me parler. Mais dans cette famille-là, le père était donc travaillait dans la maintenance industrielle et puis les fils s'orientaient vers des formations professionnelle et je crois que le fils aîné avait continué jusqu'au BTS et sa mère m'avait dit il démarre très bien dans la vie ce jeune, il a déjà un emploi donc dans une entreprise aussi sous-traitante, il fait des déplacements donc il a des primes et voilà donc il y a l'insertion en emploi dans l'emploi industriel et dans un emploi industriel qualifié est possible dans ce type de territoire. Alors bien sûr ça veut dire aussi que c'est des gens qui sont du coup assez anxieux quand même vis-à-vis d'où l'attention à la santé économique des entreprises et l'attention aussi aux mesures économiques des programmes politiques. Oui, alors il y a des choses qui se passent dans l'espace résidentiel, bien sûr, hein, parce que ces familles, d'ailleurs, ça permet de reboucler avec la question de la socialisation professionnelle. Il y a aussi des envois d'informations, un emploi qu'on trouve sur une entreprise du parc industriel par le biais d'un cousin, d'un proche, du maire, etc. Des informations pour l'emploi qui circulent par le bouche à oreille. Et les choses se passent pareil sur la scène résidentielle. C'est-à-dire que pour les familles qui sont insérées dans des réseaux de sociabilité locaux qui sont quand même assez denses autour d'associations de loisirs, autour de l'école ou autour de la municipalité pour des questions pratiques, les ordures ménagères, les permis de construire, etc. Donc il y a des réseaux de sociabilité, d'interconnaissance qui se créent parce qu'on est dans le cadre de communes de moins de 2000 habitants ou de communes de 3000, 4000 habitants, mais où il y a de l'interconnaissance. Et par le biais de cette interconnaissance, les élus sont des intermédiaires incontournables pour l'accès au statut de propriétaire d'une maison individuelle, notamment parce que les terrains commencent à se faire un peu rares au début des années 2000, après une urbanisation pavillonnaire qui a été importante dans les années 80 et 90. Et donc il y a des stratégies de préservation d'un entre-soi. Alors c'est moi qui parle de préservation d'un entre-soi blanc, parce qu'il se trouve qu'il y a aussi des stratégies de mise à distance de catégories sociales stigmatisées, notamment les précaires, mais aussi les ménages racisés, les personnes racisées. Et alors, ça se base sur différents constats. Moi, je sais que les élus me disaient c'est beaucoup plus dur pour des couples de jeunes aujourd'hui, pourtant salariés, etc., bien installés dans la vie, d'avoir un prêt immobilier. Parce qu'on sait que les salaires des classes populaires n'ont pas beaucoup évolué, les banques sont plus réticentes, etc. C'est difficile avec des durées d'emprunt très très longues, et puis c'est difficile aussi parce que le prix des biens immobiliers a relativement augmenté. Donc il y a des stratégies pour favoriser finalement la reproduction du groupe résidentiel et de favoriser l'installation de ménages qu'on va juger respectables. Donc c'est des ménages qui sont dans l'emploi, mais c'est aussi des ménages blancs, très souvent. Et alors, il y a des moments où les mécanismes d'installation dans la commune échappent aux élus, c'est notamment quand des couples qui se séparent, par exemple, revendent rapidement, ou des couples qui ont des soucis financiers, des mutations, des difficultés pour rembourser les emprunts. Donc là, ça échappe aux élus, et ils le vivent mal. Et puis, des moments où des promoteurs viendraient s'installer. Donc ils cherchent si des promoteurs viennent à réduire la taille des lotissements qui vont être commercialisés par des promoteurs,
Et ils font aussi des lotissements municipaux, donc ils vont lotir des terrains à bâtir et puis s'organiser eux-mêmes pour assurer la sélection des ménages, la cooptation des ménages qui vont s'installer sur ces terrains-là. Et donc l'idée, c'est de préserver alors la respectabilité de ce territoire, d'assurer la promotion résidentielle des jeunes générations, en disant nous on a pu s'installer, on a pu devenir propriétaire de maisons individuelles, et c'est aussi de mettre à distance des catégories stigmatisées. Et ça a un effet aussi sur... alors, ce n'est pas des effets directement, mais ça a des effets sur les formes de politisation et sur le rapport aux politiques. C'est-à-dire que ces élus-là, ils disent, voilà, ça serait dommage de ne pas permettre l'installation de ces jeunes ménages qu'on estime respectables. Et à l'inverse, rien n'empêche ces stratégies. C'est-à-dire que l'obligation de construire des logements sociaux, elle est rappelée par les services de l'État, mais très mollement. Et finalement, on n'embête pas plus que ça les élus qui ne construisent pas de logements sociaux, qui n'engagent pas des programmes de construction de logements sociaux dans leur commune. Et puis, de fait, par le bouche à oreille, par des stratégies qui ne sont pas institutionnalisées, mais qui sont quand même plus ou moins présentes, eh bien, les élus peuvent avoir le sentiment que finalement, ce qu'ils mettent en œuvre, c'est pas si grave que ça. Voilà. Ce qui m'a intéressée, c'est de voir comment ces stratégies des élus, elles structurent des rapports entre groupes sociaux. Et donc, entre groupes de classe populaire blanche et de classe populaire racisée. Et que, du coup, ça structure des rapports autour de l'accès à des biens économiques rares, qui sont les terrains, le foncier abordable pour devenir propriétaire, pour avoir un statut résidentiel valorisant. Et du coup, voilà, ça a des effets parce que, alors quelque chose que j'ai beaucoup entendu dans la bouche des élus locaux qui mettent en œuvre ces stratégies, bien sûr, c'est pas eux qui me disent on met en œuvre ces stratégies, mais pourquoi on ne le ferait pas? Parce qu'on voit que d'autres communes dans lesquelles les élus ont des étiquettes de droite ou de parti de gauche même, des élus mettent en œuvre des stratégies pour contrôler le peuplement dans le logement social. Et ça, on le sait qu'effectivement, il y a des stratégies, en tout cas des élus des partis classiques, pour gérer les attributions de logements sociaux. Il y a aussi des stratégies des bailleurs pour attribuer certains types de logements à certains types de populations, etc. Il y a eu des travaux sur le peuplement par des collègues politistes et géographes qui l'ont bien montré. Et donc, en tout cas, les élus locaux que moi j'ai interviewés, qui ne sont pas des professionnels de la politique, me disaient et avaient le sentiment que d'autres élus qui ont des étiquettes politiques tout à fait respectables le font, mais le font sans le dire. Donc pourquoi on stigmatiserait une responsable politique comme Marine Le Pen, qui elle le dit explicitement, alors que des élus PS dans leur commune vont pouvoir le faire. Donc du coup, ça banalise, ou en tout cas, ça conduit aussi à dire pourquoi ne pas se tourner vers un vote Front National. En tout cas, les condamnations morales de « il ne faut pas produire de discrimination » ne marchaient pas. On voyait bien comment ces élus auraient rejeté une forme de condamnation morale de leurs actes en disant d'autres le font en ayant bien sûr une étiquette de respectabilité, une étiquette politique classique, mais le font sans le dire parce qu'on sait bien que s'il y a trop d'installations de familles racisées dans une commune, ça devient invivable. Oui, alors c'est vrai que c'était le cas de maires non professionnalisés. Alors, je me suis rendu compte qu'ils pouvaient par exemple soutenir le député sortant en distribuant les tracts dans les boîtes aux lettres de leur commune du député sortant, député UMP puis les Républicains, et en même temps voter Front National et sans doute aujourd'hui Rassemblement National aux élections présidentielles. Et voilà, il y a vraiment cette idée, il y avait cette idée, en tout cas dans leurs propos, de me dire mais voilà, il y a que Marine Le Pen qui le dit explicitement, d'autres élus le font de façon hypocrite, le font en acte dans leur commune, dans leur gestion municipale, mais vont ensuite, quand ils vont prendre leurs oripeaux partisans, rejeter ce type d'attitude que nous on a. Donc, de fait, le fait aussi que du côté des services de l'État, il n'y ait pas plus de pression, il n'y ait pas de réelles contraintes pour que les intercommunalités, notamment les communes périurbaines, des intercommunalités de ce type, construisent des logements sociaux. Le fait qu'il n'y ait pas aussi plus de pénalités pour les élus des communes UP qui, dans certaines banlieues, n'ont pas de logements sociaux. Tous ces éléments-là renforcent finalement, ou en tout cas
produisent des effets de basculement plus ou moins rapides, plus ou moins réversibles vers certains votes FN à certains types de scrutins. Puisqu'on se dit, puisque des communes UP, par exemple, de l'ouest lyonnais ou de l'ouest parisien aussi, ou des Hauts-de-Seine, peuvent se permettre de payer des pénalités de ne pas avoir de logements sociaux, et ce sont des élus aussi UMP ou les Républicains qui ont ces pratiques-là lorsqu'ils sont à la tête de communes aisées, pourquoi nous, on nous stigmatiserait d'avoir le même type de stratégie, et pourquoi du coup la seule candidate qui porte un peu explicitement ce type de pratique, pourquoi on ne voterait pas pour elle? Il y a quelque chose qui m'énervait dans les discours journalistiques, c'était l'idée qu'on ne comprend pas pourquoi ces gens votent FN dans ces territoires-là, parce que pourtant, il y a peu d'immigrés, il y a peu d'étrangers dans ces territoires. Alors, de fait, avec les statistiques de l'INSEE, on le voit, il y a une plus faible proportion d'étrangers et d'immigrés dans ces territoires-là. Ça dit pas, ces statistiques ne permettent pas de dire des choses sur la part des ménages racisés. Mais moi, en fait, c'est comme si... je sais pas, il y a des rapports sociaux de genre chez les pompiers où il y a très peu de femmes pompières, en fait. Enfin, du coup, c'est les personnes que je rencontrais. Il y a quelqu'un qui m'avait dit, je crois que c'est l'adjoint au maire qui m'avait dit, mais on regarde la télévision, donc on voit ce qui se passe dans des quartiers où il y a de fortes proportions de ménages immigrés. Quelqu'un à la préfecture lui avait dit une fois, je crois qu'il m'avait raconté une anecdote. Et donc, bien sûr, c'est pas parce qu'il y a peu de ménages immigrés ou racisés dans cet environnement, c'est pas parce que cet environnement résidentiel serait préservé du point de vue avec plusieurs guillemets, que les rapports sociaux de race traversent la société française dans son ensemble et que donc il y a des stratégies justement de préservation. Et le vote FN, souvent ce que je disais, c'est que c'est pas la seule façon d'afficher sa position dans des rapports sociaux de race. Le vote FN, c'est une façon de l'afficher, mais il y a aussi des actes, des façons d'œuvrer très concrètement dans son voisinage à ne pas être très sympathique avec une voisine qui porte un foulard, stigmatiser certains types d'enfants à l'école, voilà. Il y a ce type aussi de pratiques-là, de mise à distance dans les associations, dans la vie locale, quotidienne, de stigmatiser, de mettre à distance. Et la question de relier ça à la question de l'accès au foncier, ça m'a paru intéressant parce que voilà, j'avais rencontré un jeune couple qui disait on sait que les terrains à vendre, ça part très très vite. Donc le jeune homme me disait j'ai visité un terrain un soir parce que j'ai eu connaissance par le bouche à oreille d'un couple âgé qui allait mettre ce terrain-là en vente, et ce couple âgé voulait savoir à qui il vendait. Il ne voulait pas vendre à n'importe qui. Et comme moi, ma compagne avait ses parents qui habitaient déjà la commune et qu'on allait avoir un jeune enfant, et qu'on travaillait tous les deux comme ouvriers et employés, on a signé très vite, on a eu le terrain. Donc voilà, il y a des gens qui disent on veut savoir à qui on vend. Et donc on vend à des ménages qui ressemblent, en tout cas, à ce qu'on pense être, enfin à ce qu'on souhaite être. Alors, ça apporte déjà quelque chose qu'on n'a pas dans les approches plus quantitatives. Ça apporte une capacité à reconstituer, à analyser des processus qui se déploient parfois dans le temps long. Ça ne permet pas tout, une approche localisée, mais ça permet de voir de voir un peu l'enchevêtrement d'un certain nombre de processus, de ne pas dire, il n'y a que les trajectoires résidentielles qui, dans ce type de territoire, expliquent le vote. Non, il y a aussi des recompositions, des formes d'emploi, des trajectoires professionnelles, des catégories populaires qui ont un rôle en matière d'explication des comportements politiques. Ce que ça permet aussi, c'est de voir un peu dans le temps long des processus. Alors, moi, je suis tout à fait consciente que mon enquête, mon approche localisée, mon enquête dans des milieux d'interconnaissance, elle était très liée à certaines fractions des catégories populaires. Je n'ai pas vu toutes les classes sociales qui peuvent cohabiter dans ces territoires. Donc voilà, l'enquête localisée ne permet pas tout non plus. Mais elle permet de voir des processus, de voir des choses assez basiques, mais qui ont été montrées dans d'autres travaux, mais elle permet de voir le rôle de la sociabilité. Alors là, c'est une sociabilité à base locale, c'est pas une sociabilité dans des organisations syndicales ou politiques, mais elle permet de voir le rôle des sociabilités quotidiennes, de voisinage par exemple, dans la formation comme ça des orientations politiques.
mais d'autres approches. Hein. Enfin, je sais qu'il manque des choses sur, par exemple, le rôle de la famille, le rôle des réseaux de pairs. Et puis moi, je suis rentrée par l'espace résidentiel pour l'enquête. J'ai posé beaucoup de questions sur les trajectoires professionnelles, mais je ne suis pas rentrée non plus par le milieu professionnel. Ce que d'autres ont fait ensuite, hein, il y a eu un numéro de Politics en bas à droite, par exemple, où il y a des travaux sur la socialisation en rentrant par des milieux professionnels. Déjà, ce que je me dis, c'est qu'il n'y a pas eu d'inversion de tendance. En tout cas, le territoire dans lequel j'ai enquêté, il y a encore en 2022 et en 2017 déjà et en 2012, il y a des pourcentages des suffrages exprimés pour Marine Le Pen qui sont systématiquement plus élevés qu'en moyenne nationale, et puis des pourcentages aussi des candidats de la droite classique puis d'Emmanuel Macron qui sont supérieurs aussi aux moyennes nationales. Donc ça reste un territoire où les votes à droite sont plus importants et où les votes pour le FN puis le RN en proportion sont plus importants qu'en moyenne nationale. L'abstention est relativement faible enfin un peu plus faible qu'en moyenne nationale aussi aux élections présidentielles. Et donc ce que je me dis, c'est que ces pourcentages, ils augmentent comme au niveau national. Et ce qu'on peut se dire, c'est qu'il y a eu, par exemple, enfin moi j'ai réfléchi un peu à la lumière aussi de la crise des Gilets jaunes. Quelque chose qui m'avait frappé, c'est que dans les politiques d'aménagement du territoire, dans les années 80 par exemple, les collectivités territoriales rachetaient le coût du péage à la société exploitante de l'autoroute pour faciliter la venue des camions et des salariés en voiture sur le parc industriel, et qu'il y a eu par exemple très timidement, très récemment des politiques qui favorisent le covoiturage avec des points de covoiturage, sauf que avec plus de 100 entreprises différentes et des horaires éclatés, des femmes dans les emplois de service, notamment des services à la personne, le covoiturage ça marche pas vraiment, et que donc en tout cas ce que je peux dire, c'est que depuis la fin de mon enquête, il n'y a pas eu de politique nationale massive pour favoriser les transports en commun dans des territoires périurbains. Donc tout ça fait que voilà, on entend beaucoup parler aujourd'hui du coût de l'énergie. Il y a eu la crise des Gilets jaunes qui rappelle ça, et en tout cas je pense que du coup les effets à long terme des politiques d'aménagement du territoire et des politiques de transformation de l'emploi industriel qu'on peut voir dans ces territoires-là, ils ont continué en fait sur la même lancée, hein, j'ai envie de dire, et que du coup ça produit sans doute le même type d'effet. Ensuite, j'espère que d'autres enquêtes plus récentes éclaireront aussi ces processus dans d'autres types de territoires ou dans des territoires proches. Hein. Mais en tout cas, voilà. Et puis du côté de l'offre politique, on peut dire, moi je me souviens de beaucoup de petites notations comme ça dans des entretiens qui montraient la sensibilité notamment des élus locaux, qui ne sont pas des gens qui sont coupés de la vie politique, mais des élus locaux non professionnalisés, leur sensibilité aux formes de mépris qu'ils pouvaient ressentir du côté des professionnels de la politique. Et on peut se dire qu'avec un quinquennat d'Emmanuel Macron, avec les affaires, je ne sais pas, François de Rugy, avec les affaires Fillon en 2017, eh bien, le sentiment que les principaux responsables politiques ne connaissent pas la vie concrète, réelle des gens qui travaillent, pour le dire en reprenant des termes qui auraient pu être ceux de mes enquêtés, ce sentiment-là, il n'a pas dû décroître en fait, il n'a pas dû vraiment évoluer, voire il a pu aussi s'enraciner un peu plus fort, le sentiment que les principaux responsables politiques nationaux ne sont pas au fait des besoins, de la vie réelle, concrète des personnes qui travaillent dans des sites industriels en France.